Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous accueillir dans cet hémicycle Médicis. Vous êtes nombreux, nous sommes à l'heure, et je voudrais vous présenter ceux qui m'entourent. Le premier vice-président du Sénat, Roger Carucci, sénateur des Hauts-de-Seine, qui a été ministre en charge des relations avec le Parlement, et donc il connaît bien la vie parlementaire. Il a dans sa délégation les relations internationales au Sénat. C'est quelque chose de particulièrement actif, les relations internationales, puisque il y a un peu plus d'une semaine, nous recevions le président de la Knesset israélienne. Nous allons recevoir cette semaine le président du Sénat de Jordanie, puis la semaine d'après, le président du Sénat d'Égypte, sur des sujets, vous imaginez bien, au Moyen-Orient, qui sont des sujets de tension, des sujets énergétiques. Et donc, il fait partie des 8 vice-présidents, mais comme premier vice-président, il a cette responsabilité. Je suis entouré de 2 questeurs. Le premier questeur du Sénat, qu'est-ce qu'un questeur? Ils sont 3. Philippe Bas, sénateur de la Manche, qui a été lui aussi ministre, mais en charge des affaires sociales et de la santé. Il a d'ailleurs commencé, s'il m'autorise à le dire, son engagement dans la vie publique autour d'une très grande dame, Madame Simone Veil. Vincent Capo-Canelas, lui, est questeur. Il est sénateur de Seine-Saint-Denis. Et les 2 questeurs, ils gèrent le Sénat avec un 3e questeur qui, obligatoirement, est dans un groupe de l'opposition, puisque la questure, c'est un collège dans lequel il n'y a pas de dominante majorité opposition. Ils ont la responsabilité de gérer le Sénat, de gérer les personnels, de gérer le quotidien du Sénat et, j'allais dire, d'assurer tout ce qui permet au Sénat de fonctionner. Il y a au Sénat aussi, ils sont ici présents, des fonctionnaires. Ça me permet de remercier à cet instant tous les fonctionnaires qui vous accueillent aujourd'hui et qui accueilleront demain. Vous avez pu remarquer, il y a une ambiance particulière ici, et je pense que vous avez eu le sentiment que vous étiez accueillis et que les gens n'étaient pas là uniquement pour tenir la porte ou vous indiquer le sens. Ils aiment profondément cette maison, et j'en profite pour les remercier. Donc, vous avez ici les 2 secrétaires généraux du Sénat, Éric Tavernier, secrétaire général du Sénat, qui est donc au sommet des fonctionnaires du Sénat, et Marianne Bay, secrétaire générale de la Questure. Donc, quand tout va bien au Sénat, c'est grâce au président, et quand il y a une difficulté, c'est à Marianne Bay que je m'adresse. Non, j'en profite parce qu'elle a la responsabilité de l'ensemble des personnels. Puis, vous apercevez un officier général qui est ici. J'en profite pour le dire en remerciant aussi les personnels de la gendarmerie nationale et de la garde républicaine qui assurent la sécurité au Sénat et qui l'assurent d'une manière particulière qui va me faire ma transition. C'est-à-dire, nous sommes dans une démocratie. Principe de Montesquieu, les pouvoirs sont séparés. Entre le pouvoir exécutif, donc le gouvernement, et le pouvoir législatif que nous représentons avec l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas recevoir d'injonction du pouvoir exécutif. Et vous savez bien que dans un certain nombre de pays, il y en a aujourd'hui qui ont des parlements. Les parlementaires sont sous la surveillance de l'exécutif ou sous des pressions parfois presque de force. Et l'autonomie est assurée puisque le responsable de la sécurité, c'est le président du Sénat, aidé par les questeurs et assuré par un officier général. Pour la sécurité, je voudrais remercier aussi, il y en a 1 ou 2 que je vois là, les surveillants du palais qui assurent cette fonction ici qui m'apparaît extrêmement importante. Si vous le voulez bien, en 2-3 mots, puis après on fait questions-réponses. On se donne jusqu'à 17h55. Vous avez pu visiter, ou vous allez continuer à visiter le Sénat. Vous avez dans vos petits livres toute l'histoire du Sénat. Tout commence
avec Marie de Médicis, et tout se continue aujourd'hui. Et en fait, nous sommes une assemblée depuis que Bonaparte a créé le Sénat et l'a installé ici. Nous sommes une assemblée dans un système parlementaire bicaméral. C'est-à-dire qu'il y a deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et depuis la Révolution française, il n'y a eu que de très courtes périodes où il n'y a eu qu'une seule chambre. Jusqu'en 1795, 1789, 1795, il y a eu une assemblée et il y a eu, sous la pulsion de cette assemblée, un moment politique à la fois exceptionnel au début, c'est la fameuse Déclaration universelle d'août 1789, puis il y a eu une période de grande tension dans le pays qui s'est appelée la Terreur. Et voyant cela, on a voulu avoir, 5 ans après, une assemblée qui stabilise les pulsions d'une seule assemblée. Et nous avons eu, à ce moment-là, la création du Conseil des Anciens. Conseil des Anciens, à l'époque, il fallait plus de 40 ans, même un peu plus que ça, pour être élu. L'idée était de tempérer les députés par une deuxième assemblée. Et depuis la Révolution, donc depuis 1795, il n'y a eu que 2 périodes où il n'y a eu qu'une seule assemblée. 1848, qui est un moment formidable d'espérance. On peut dire la révolution de 48, c'est une révolution qui peut porter beaucoup de bonheur. Une seule chambre, ça se termine par le coup d'État du prince-président qui va devenir Napoléon III. Deuxième moment où il n'y a qu'une seule chambre, au début de la 4e République, dans un projet de constitution, il n'est prévu qu'une seule chambre. Et en 1946, les Français refusent dans un référendum qu'il n'y ait qu'une seule chambre. Et nous sommes donc dans un système bicaméral inégal. Sur toutes les lois, c'est l'Assemblée nationale qui, après examen par les 2 assemblées, en cas de désaccord, l'emporte sur nous, sauf sur les modifications constitutionnelles, où le pouvoir est égal. Naturellement, depuis le mois de juin, les choses ont un peu changé, puisqu'il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale, et qu'ici, nous avons une majorité. Et donc, paradoxalement, ici, et il faut d'ailleurs qu'on fasse attention par rapport à la Constitution, nous avons un pouvoir dont il faut user avec sagesse, dans l'intérêt du pays, mais qui est un pouvoir d'obtenir parfois la décision, parce qu'un mécanisme qui s'appelle la commission mixte paritaire, on met 7 députés, on met 7 sénateurs ensemble dans une pièce, et il faut qu'ils trouvent un accord, sauf qu'aujourd'hui, l'accord passe automatiquement par une majorité qui est issue, dans laquelle le Sénat est un élément strictement indispensable. Si je vous raconte ça, c'est parce que nous sommes les élus, non pas du suffrage universel direct, mais du suffrage universel indirect. Quand vous votez pour votre conseil municipal, vous allez voter pour les électeurs des sénateurs. Les électeurs des sénateurs, c'est essentiellement à 95% des gens issus des conseils municipaux, auxquels s'ajoutent les députés, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux et un certain nombre de citoyens dans les grandes villes qui sont désignés par les conseillers municipaux. C'est donc d'un corps de plus de 500 000 personnes qui nous élit au nom des citoyens. C'est le seul cas dans notre Constitution et dans notre pays où le vote est obligatoire. On ne peut pas s'abstenir. On peut voter blanc, mais on ne peut pas ne pas aller voter pour l'élection sénatoriale. Parce que le conseiller municipal, il ne le sait pas toujours, mais il s'en aperçoit quand il y a l'élection sénatoriale, il a reçu mandat des citoyens, en se présentant au conseil municipal, en étant élu, eh bien, de les représenter pour l'élection. Nous sommes donc un balancier stabilisateur des institutions.
Notre mission, c'est faire la loi. Et la loi, elle passe, elle se prépare dans les commissions. Philippe Bas, premier questeur, a été auparavant le président de la commission des lois. Alors, il y a une commission des lois, il y a une commission des finances, il y a une commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Il y a une commission des affaires sociales, qui a une grande importance dans les questions de santé, une commission des finances, une commission de la culture et de l'éducation, et une commission qui s'occupe des affaires européennes. Voilà comment nos commissions fonctionnent, et donc chaque texte est d'abord examiné en commission. Mais nous ne faisons pas qu'examiner les textes du gouvernement. Chaque sénateur peut proposer une loi. Ça s'appelle une proposition de loi. Et elle est, dans un certain nombre de conditions, qui sont liées au groupe politique, examinée par le Sénat. Notre fonction de voter la loi est très importante aussi avec la fonction de contrôle du gouvernement. Vous avez un peu entendu parler de la commission de contrôle sur les cabinets conseils. C'était au printemps dernier. C'est le Sénat qui a mis le doigt sur un certain nombre de choses, qui va d'ailleurs donner dans 3 semaines à l'examen d'une proposition de loi. D'ailleurs, le gouvernement n'y est pas défavorable sur le principe. C'est dire que le rôle d'une assemblée comme la nôtre, qui est beaucoup plus indépendante des formations politiques, est aussi de dire et de faire émerger ce qui nous apparaît comme la vérité. Donc, faire la loi, contrôler le gouvernement, tracer des prospectives. Je me permets de le dire parce que je vais prendre l'actualité. Nous sommes en train de traverser une crise énergétique et sans doute cette crise énergétique va avoir des conséquences encore plus importantes cet automne et cet hiver. Or, vous trouverez un certain nombre de rapports du Sénat, et rapports pas simplement de la Commission, mais de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui depuis plusieurs années alertent sur l'état de notre système de production d'énergie, notamment électrique, et notamment sur la question du nucléaire. Et donc, vous voyez que cette fonction aussi d'anticipation et de poser des questions fait partie du Sénat. J'ai trop parlé, je vois que je viens de dépasser mes 10 minutes réglementaires, donc M. Carucci, qui, quand il préside la séance, nous devrait me rappeler au règlement. C'est vrai, je l'évoquais, nous sommes dans une situation politique, je suis là aussi avec mes collègues pour répondre à toutes vos questions, y compris politiques. Nous avons, je dois le dire, une fonction un peu nouvelle qui est en train de naître. Nous allons, à partir du début octobre, commencer dans nos commissions à examiner le budget du pays. Ici, on ne peut pas faire le 49.3. C'est-à-dire qu'on ne peut pas adopter, sans un vote ici. Même si l'Assemblée nationale a le dernier mot, mais nous pesons. Et donc, ici, on est dans un état d'esprit d'examiner l'ensemble des éléments du budget. C'est vrai, nous sommes moins dépendants, nous appartenons à des familles politiques, mais le Sénat cultive une indépendance, fait sourire autour de moi, une indépendance qui fait partie j'allais dire, de sa nature profonde depuis la 4e République. Je voudrais dire que parfois le Sénat, on s'est interrogé sur sa place et son utilité. Je dois dire qu'aujourd'hui, le sujet m'apparaît moins prégnant, mais je crois que dans le temps que nous vivons, on est en train de retrouver ce qui était à l'origine de la Ve République. Ce n'est pas un système présidentiel, la Ve République. C'est un système équilibré entre un exécutif et un président de la République et un Parlement. Et nous retrouvons plus de parlementarisme. Et le Sénat a retrouvé une place un peu particulière depuis une décision, je ne vais pas la commenter aujourd'hui, j'y ai participé, pas certain que ça a été la meilleure que j'ai prise,
c'est-à-dire de réduire le mandat du président de la République à 5 ans, ce qui a amené les députés à être élus juste derrière le président de la République. Alors que nous ne dépendons pas de l'élection présidentielle. Nous dépendons essentiellement des élections municipales. Et il y a eu une alternance au Sénat. En 2011, c'est un président socialiste qui a été élu, parce que la majorité des conseils municipaux en France était à gauche. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose, mais la notion de gauche et de droite, elle existe ici. Mais par exemple, il y a un travail en commun qui se fait tous les groupes ensemble. Et ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, loin de là, mais on dialogue toujours les uns et les autres. Voilà ce que je voulais vous dire en vous souhaitant la bienvenue. Et je réponds avec mes collègues, parce que là, j'ai cet après-midi du renfort. À l'époque du Covid, j'étais tout seul, masqué, planqué, mais je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et mes collègues... Alors, ce n'est pas très féminin, la tribune, alors que nous sommes près de 40% de collègues sénateurs femmes. Nous devions avoir 2 vice-présidentes avec nous, mais elles ont aussi des journées du patrimoine dans leur département. Oui, il y a près de 40% de sénateurs qui sont femmes. C'est une évolution qui s'est faite au travers de la loi, et notamment d'une loi qui a conduit à ce que les conseils municipaux soient paritaires. Et donc aujourd'hui, par exemple, la vice-présidente en charge de la communication est Valérie Létard, sénatrice du Nord, qui a été ministre, Pascal Gruny, sénateur de l'Aisne, Laurence Rossignol, dont vous entendez parler, très en pointe sur les questions de société, et qui ici, avec le questeur, suit notamment les questions de développement durable et les questions environnementales, si bien que chaque sénateur peut avoir sa carte de coût carbone, y compris dans les transports, depuis maintenant cette année, parce que nous avons pensé que c'était bien de voter des textes, d'avoir des discours, mais il faut qu'on se l'applique aussi à nous-mêmes. Et d'ailleurs, les questeurs m'ont préparé un système frugal, moi, qui ne me gêne pas, parce que je n'allume jamais le chauffage, tout le monde le sait, dans mon bureau, ce qui raccourcit les audiences en hiver. Mais ça va être comme ça dans tous les bureaux, quasiment, à partir du mois de novembre. Donc, vous avez la parole. Je vous propose, vous présenter, on essaye de répondre, on se partage des réponses. Bien. Qui commence? Alors, je sais qu'il y a des Argentins. From Argentina. Yes? Yes. Je salue les Argentins, particulièrement. Ils sont, mon espagnol étant trop limité, bien que mon gendre soit d'Amérique du Sud, je leur souhaite la bienvenue. C'est un pays où il y a un Sénat. Et je veux leur dire aussi notre solidarité, parce que ce pays traverse un moment particulièrement difficile, avec une tentative d'assassinat de celle qui préside le Sénat argentin aujourd'hui. Et quels que soient les choix politiques, nous sommes, je voulais leur exprimer ma solidarité. Voilà. Bienvenue aux Argentins. Voilà. Allez, qui commence? Voilà. Levez-vous, vous appuyez sur le micro. Bonjour. Vous vous présentez, voilà. Bonjour. Déjà, merci de nous accueillir aujourd'hui. J'avais une question. Ah, Hamza Sadawi, je suis marocain, enchanté. J'avais juste une question. J'ai compris qu'il y avait une commission d'affaires étrangères. Je voulais... Oui, pardon. Bonjour. J'ai compris qu'il y avait une commission d'affaires étrangères. Je voulais comprendre, en fait, dans quel sens, en fait, le Sénat avait un regard sur la politique étrangère de la France et est-ce qu'ils ont, en fait, une influence sur les décisions, en fait, du pouvoir exécutif, en fait, sur les directives ou les directions, en fait, que le pays peut prendre. Je vais demander à Roger Carucci, qui est en charge des relations internationales, qui a en charge aussi la gestion de relations particulières qu'on appelle des groupes d'amitié, qui ne sont pas des amicales de copains, mais qui jouent un rôle, pour vous dire qu'il y a des sujets particulièrement aigus sur lesquels nous travaillons, que ce soit le dossier actuellement de la guerre en Ukraine, par exemple.
le sujet de ce qui se passe entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous aurons sans doute une proposition de résolution dans les jours à venir, mais je laisse Roger Karoutchi vous répondre. Merci, Monsieur le Président. Il y a en réalité deux axes de réponse à la question qui est posée. Premier axe, il y a une diplomatie parlementaire. Je veux dire par là, il y a des groupes d'amitié ici du Sénat avec pratiquement la totalité des pays étrangers. Et ces groupes d'amitié, comme d'ailleurs le président du Sénat, ont évidemment des relations avec leurs correspondants, Sénat ou Assemblée nationale des pays étrangers. Nous avons un suivi régulier de nos activités. Le président recevra la semaine prochaine le président du Sénat jordanien, puis le président du Sénat égyptien. Nous avons reçu le président de la Knesset. Nous recevrons d'autres présidents. Nous avons reçu des chefs d'État, le président finlandais, le président égyptien. Enfin, il y a une diplomatie, si je puis dire, quasiment relationnelle. D'ailleurs, puisque vous parlez du Maroc et que, voilà, nous avons fait ici un colloque sur les accords d'Abraham. Nous avons fait un certain nombre de travaux et nous sommes en partenariat avec la Chambre des représentants du Maroc, avec qui nous avons non seulement un partenariat, mais un cycle de formation, de manière à ce que l'ensemble des pays avec qui nous travaillons avancent dans le cadre d'une démocratie parlementaire. Ça, c'est le travail, si je puis dire, de la diplomatie parlementaire du Sénat. Et puis, il y a le deuxième axe, qui est l'axe, comme dans tous les sujets gouvernementaux, il y a un contrôle de l'action du gouvernement par la Commission, comme par l'ensemble du Sénat. Par la Commission, eh bien, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense sont auditionnés régulièrement. Les budgets de la Défense, les budgets des Affaires étrangères sont étudiés, amendés, validés par nos commissions et par l'ensemble du Sénat ensuite. Et puis, au travers des questions d'actualité, comme au travers de certains textes, quand on fait voter le livre blanc pour la défense, il y a évidemment l'influence du Sénat dans les crédits militaires. Quand on fait voter les crédits du Quai d'Orsay, il y a l'influence du Sénat parce que nous amendons les textes et nous définissons les crédits de l'ensemble de la politique étrangère de la France. Donc, il y a à la fois une politique étrangère, une politique diplomatique conduite par le président du Sénat et le Sénat tout entier par rapport à nos correspondants parlementaires et le contrôle de l'ensemble du Sénat sur l'activité de défense ou de l'activité internationale. Avant de passer à la deuxième question, deux exemples d'actualité. Le président de la République finlandaise est venu nous rencontrer, il a d'ailleurs rencontré Roger Karoutchi, pour nous parler de l'adhésion de la Finlande à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Nous étions à un moment du début de la tension avec la Russie en Ukraine. Et il est venu, lui qui avait toujours été hostile et qui voulait la neutralité de la Finlande, il est venu nous rencontrer parce que naturellement il faut le vote, mais il y avait une forme de maturation des esprits. Deuxième des choses, au début juillet, je me suis rendu à Kiev et je me suis exprimé devant le Parlement ukrainien qui s'appelle la Rada. Et la Rada est formée de 430 députés. Plus de 400 étaient présents. Mais en même temps, nous avons, même si la période est tendue, nous n'avons pas coupé les relations avec le Conseil de la Fédération de Russie. Parce qu'à un moment dans la vie, il faut toujours reparler. Et le rôle d'une assemblée comme la nôtre, c'est de reparler. Et vous n'ignorez pas, contre le Maroc, qui a parfois des difficultés, ben nous parlons. Et nous avons d'excellentes relations avec la Chambre des représentants, mais je parle aussi avec le président de la Conseil de la Nation algérienne. C'est le rôle de la France. Et donc, c'est notre mission particulière. Et là, on est moins dans la tension que l'exécutif. On peut se permettre des choses qu'un gouvernement ne peut pas faire. Voilà. Et si je puis rajouter juste un mot, le rôle du président du Sénat, et du Sénat d'ailleurs en général, a été considérable pendant la présidence française de l'Union européenne, qui s'est terminée au 30 juin, et plusieurs des réunions de l'ensemble des parlements d'Europe, voire de l'ensemble des commissaires européens, ces réunions se sont tenues au Sénat, sous la présidence du président du Sénat. D'autres questions?
Madame. Merci beaucoup. C'est bon? Oui. Ça marche. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Rebecca Joly, je viens de Suisse. Il se trouve qu'en Suisse, je suis aussi parlementaire dans mon canton, donc dans un niveau infranational. Chers collègues, bienvenue. Merci beaucoup. En Suisse, on a aussi un bicamérisme, mais il est parfait. C'est-à-dire que les deux chambres ont exactement les mêmes compétences. Et du coup, je me demandais, en tant qu'observatrice externe, si cette imperfection du bicamérisme, donc le fait que l'Assemblée nationale potentiellement pouvait avoir le dernier mot, qu'est-ce que ça pouvait impliquer comme tension entre les deux chambres? Comment est-ce que les relations du coup entre les deux chambres se construisaient là autour? Merci. Je vais demander à l'ancien président de la commission des lois, qui en même temps a l'expérience d'avoir été ministre, et qui a aussi, je vous le dis, été le secrétaire général de l'Élysée, Philippe Bas. Donc il a une expérience à plusieurs niveaux. De vous répondre, on est heureux de vous accueillir. Nous avons d'excellentes relations avec le Conseil des États, nous. Et oui, vous êtes au Conseil des États dans le canton. Vous serez bientôt au Conseil des États, bien évidemment. Donc, nous avons d'excellentes relations. Alors, chers collègues, vous me posez une question tout de même assez compliquée. Mais, oh, t'as 5 minutes pour répondre. Bon, mais je vais essayer. Notre bicamérisme, s'il conduisait à avoir deux chambres absolument identiques, ne servirait plus à rien. Nous avons donc deux chambres très différentes. Il y en a une, la nôtre, qui représente les territoires et qui est en quelque sorte permanente parce qu'elle est renouvelée par moitié tous les 3 ans et elle ne dépend pas du rythme des élections présidentielles et législatives. Chambre permanente, chambre des territoires. Cette chambre ne peut pas être dissoute puisqu'elle est permanente. Explique la dissolution. C'est-à-dire que le président de la République ne peut pas renvoyer les sénateurs devant leurs électeurs s'il y a un conflit. C'est une chambre qui ne peut pas être non plus une chambre d'obstruction. Car si elle dit toujours non, alors le dernier mot sera systématiquement donné à l'Assemblée nationale. Et donc c'est une chambre qui a, en quelque sorte, dans ses gènes, l'esprit de construction et de dialogue. Et c'est la raison pour laquelle nous tenons à notre bicamérisme, dont le président Larcher disait tout à l'heure qu'il est inégal. Il est inégal, d'une certaine façon, en effet. Mais nous ne le qualifions jamais d'imparfait, même si nous n'avons pas la prétention de considérer qu'il est déjà parfait. Il se rapproche progressivement de cet objectif. En tous les cas, notre originalité à nous, c'est d'avoir un petit peu de recul, de distance par rapport à l'événement, à l'actualité, et d'apporter une forme de pondération dans la formation de la loi et une forme d'indépendance dans le contrôle du gouvernement, parce qu'on constate, et ce n'est pas la faute des députés, que quand nous avons une majorité à l'Assemblée nationale, il lui est très difficile d'aller jusqu'au bout de ses pouvoirs de contrôle à l'égard du gouvernement. C'est pour ça que dans la République, le Sénat français n'est pas seulement un pouvoir, c'est un pouvoir puisqu'il vote la loi, mais c'est aussi un contre-pouvoir puisqu'il permet justement d'apporter un équilibre dans nos institutions. Ah, c'est assez subtil. Il arrive souvent que nous votions des lois que nous n'aurions pas faites de la même façon. Mais à partir du moment où des choses importantes ont été mises dans la loi par le Sénat et où cette fameuse commission mixte paritaire, c'est-à-dire la commission où se rencontrent dans une salle les députés et les sénateurs pour trouver un accord, a gardé suffisamment des initiatives que le Sénat juge importantes, alors on va signer en bas du parchemin, on va dire oui, cette loi, nous la votons parce qu'elle a tenu compte de ce que nous voulions, mais pas forcément parce qu'elle est exactement comme nous aurions voulu qu'elle soit. Voilà. Nous pouvons uniquement dans la République jouer un rôle réellement constructif si nous étions dans un rôle systématiquement d'opposition. À ce moment-là, nous ne servirions plus à rien. Voilà cette inégalité entre l'Assemblée nationale et le Sénat qui, de notre point de vue, n'est pas une imperfection. Voilà, j'espère qu'on a pu
vous éclairer, et même quand le Sénat est majoritairement de la même sensibilité que l'Assemblée nationale, il y a toujours une forme d'indépendance très très grande ici. Il se trouve que j'ai présidé le Sénat avec la même sensibilité. C'était Nicolas Sarkozy, parce que moi j'en suis à mon 4e président de la République, mais ouais, non, pas tout à fait, 3, en tous les cas. Eh bien, le Sénat avait sur des questions, par exemple, de liberté fondamentale, des positions différentes de celles qui étaient souhaitées. Ici, il y a une autre tradition que je n'ai pas encore dit, c'est une attention aux libertés individuelles et collectives. Et je le dis devant Philippe Bas parce que, y compris pendant la pandémie de Covid, nous avons souhaité ne pas donner les pleins pouvoirs à l'exécutif, mais toujours contrôler. Et donc, on donnait des délais, on demandait à revenir devant nous, et c'est vraiment la marque du Sénat. Allez, une autre question. Alors, vous, et ensuite, dans les tribunes là-haut. Allez-y. Vous passerez, vous avez vu là-haut aussi. Hein. Allez-y. Merci beaucoup. Je m'appelle Léonard et je suis donc étudiant. Et j'avais une question qui concerne le fonctionnement de notre démocratie. Alors que la France connaît une situation politique inédite sous la Ve République, avec, vous l'avez dit, Monsieur le Président, une Assemblée nationale qui est totalement morcelée, sans majorité absolue, contrairement au Sénat. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille renouveler nos pratiques démocratiques, le fonctionnement de nos institutions politiques, pour pouvoir renouer du dialogue entre les citoyens et ressusciter de la participation au débat public? Et dans ce cas-là, quel rôle le Sénat peut-il jouer dans la refondation de ces pratiques politiques? Et en ce sens, est-ce que vous ne pensez pas que l'initiative du Président de la République avec le Conseil national de la refondation soit un bon moyen pour essayer de repenser notre démocratie? Merci beaucoup. Alors, sur ce sujet, je dois vous dire que nous sommes, par fonction, la démocratie représentative. Et Philippe Bas vient de rappeler, avec 2 chambres différentes. Ça n'exclut pas du tout la démocratie participative. Et d'ailleurs, nous avons introduit, y compris dans le fonctionnement du Sénat, ou plutôt réintroduit ou revivifié ce qui existait depuis la Troisième République, donc ce n'est pas une invention totalement d'hier, c'est le droit de pétition. Et le droit de pétition s'est déjà appliqué ici au Sénat, avec notamment un texte sur l'allocation adulte handicapé, dont le gouvernement ne voulait pas, et qui a finalement été adopté après une procédure d'accompagnement, notamment sur les allocations d'adultes handicapés. Vous savez, le traité de la déconjugalisation, et c'est le fruit de la démocratie. Mais en 2021, le gouvernement d'alors nous a demandé et proposé un texte qui soit un texte qui permette l'organisation d'un forum des consultations publiques. Et ça a été donné au Conseil économique, social et environnemental. Il y a donc une assemblée qui n'est pas une assemblée parlementaire, mais qui a ce rôle de forum des consultations publiques. Je reprends le texte de l'attendu du projet de loi quand il nous est présenté. Et c'est donc ce rôle d'organiser. Et par exemple, je vais prendre l'exemple du futur débat sur les questions d'éthique et d'éthique par rapport à la fin de vie. Il va appartenir au Conseil économique, social et environnemental, non pas d'en débattre uniquement en interne, mais il est prévu dans son organisation qu'il puisse constituer des panels de citoyens. Voilà pourquoi je pense, moi personnellement, que le Conseil national de la refondation aurait dû s'appuyer sur le seul Conseil économique, social et environnemental. Voilà pourquoi j'ai pris cette décision, parce que je suis très attentif, non pas à ma gloire personnelle, ce n'est pas le sujet. Je suis très attentif à ce qu'on respecte le Parlement et qu'on ne le contourne pas. Et je ne parle pas dans la conjoncture du président actuel. Il y a toujours eu, notamment depuis 15-18 ans, une tentation de contourner le Parlement. Et je vais vous prendre un exemple qui doit nous faire réfléchir tous, puisque moi, j'ai été parlementaire sous François Mitterrand, Jacques Chirac, et ouais. J'ai été parlementaire
sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande, et j'étais parlementaire avec Emmanuel Macron. Si j'ai eu 3 présidents, j'ai eu 5 comme parlementaire. Vous savez, j'ai été élu le même jour que Jean-Luc Mélenchon. Il était le Benjamin du Sénat, moi le vice-Benjamin. Je lui ai dit un jour, tu vois que j'ai plutôt mieux tourné que toi, mais ça c'est autre chose. Mais ça veut dire, et je vois bien que depuis, j'y mets y compris les présidents que j'ai soutenus, il y a une tentation que n'avait pas Jacques Chirac, d'ailleurs, de contourner le Parlement. Dernier exemple, chiffré. Au cours du dernier quinquennat, il y a eu le Covid. Mais quand même, nous avons voté plus de la moitié de la législation par ordonnance. C'est-à-dire que le gouvernement nous a demandé de ne pas débattre au fond des textes. Est-ce que dans une démocratie, longtemps, on peut ne gouverner que par ordonnance? Et que par ordonnance, ce n'est pas les petits sujets, hein, c'est les gros sujets. Voilà pourquoi je pense que nous vivons un nouveau temps de la démocratie qui va redonner, mais il faut, comme le disait Philippe Bas, que nous soyons responsables. Le contre-pouvoir, c'est vraiment notre rôle. Et j'allais dire, quel que soit le pouvoir, c'est vraiment notre fonction. Voilà pour vous répondre. Madame. Ça marche? Oui. Allez, fort. Oui, bonjour. Moi, je suis Oriane, je suis étudiante en master de droit. Et je voulais vous demander, selon vous, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer dans le fonctionnement du Sénat aujourd'hui? Je vais donner la parole à Vincent Capo-Canellas, qui est questeur, mais qui s'occupe aussi de beaucoup de sujets, de dossiers à la Commission des finances, qui est en plus sur un sujet de développement durable, le grand spécialiste ici de l'aviation. Et de l'aviation civile, c'est normal, il est dans un département où c'est un sujet important, mais peut-être il a une réflexion. Il appartient au groupe de l'Union centriste. Donc je lui donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Moi, j'entends votre question de deux façons. Qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer, peut-être, pour rendre le Sénat encore plus efficace et pour faire que la démocratie parlementaire soit plus efficace et soit un meilleur relais encore qu'elle ne l'est? C'est vrai que dans les fonctions qui sont les nôtres, notamment le contrôle de l'action du gouvernement, nous avons un rôle qui est essentiel, qui est parfois méconnu, et je vous invite peut-être à regarder aussi les rapports qui sont publiés, les auditions sur le site du Sénat. On fait beaucoup d'efforts peut-être pour rendre public tous les travaux qui sont menés dans ces salles en particulier, dans lesquelles nous interrogeons le gouvernement, nous lui demandons de rendre des comptes et nous lui demandons aussi de se saisir de propositions qui reviennent du terrain, notamment les collectivités locales qui sont pour nous nos capteurs. Bon. Donc c'est sur le terrain notamment du contrôle de l'action du gouvernement. Là aussi, le Président l'a rappelé, on est à un moment quand même où on voit bien que l'abstention progresse et que nos concitoyens ont parfois tendance à se détourner de la politique. En même temps, vous voyez bien, quand vous regardez malheureusement la guerre en Ukraine, quand vous regardez la situation dans le monde entier, combien on ne peut pas se désintéresser de tout ça. Donc on fait des efforts. Par exemple, on est en train de rénover le site Internet du Sénat. Le Président a parlé des plateformes, de pétitions et autres. Donc voilà, tout notre travail vise aussi à faire qu'en gardant l'autonomie du Parlement, en gardant l'indépendance qui est la nôtre, qui a été rappelée par mon collègue Philippe Bas, notamment sur le mode d'élection, sur le fait qu'on n'est pas dans le même temps que le temps présidentiel. Évidemment, ce que nous essayons de faire, c'est de rendre les débats encore plus vivants, de mieux les faire partager. Deuxième point, pour ce qui concerne la Maison Sénat elle-même, puisque le Président m'y a invité aussi, nous sommes, nous aussi, comme vous l'êtes et comme les collectivités, les entreprises le sont, dans les difficultés du moment, notamment sur ce qui concerne la sobriété énergétique. Nous y travaillons, le Conseil de questure y travaille, et le Sénat a adopté il y a 2 ans maintenant une nouvelle vision de sa stratégie environnementale. Voilà, et donc nous sommes sur une stratégie zéro plastique, zéro déchet plastique à 3 ans maintenant. Et puis, nous sommes sur une stratégie de sobriété totale et de zéro émission en 2040. Voilà, donc cette maison que vous avez parcourue, qui est aussi un site patrimonial, fait beaucoup d'efforts pour être aussi exemplaire que possible maintenant sur ce qu'elle coûte en termes environnementaux, mais aussi en termes financiers, on pourra en parler. Juste rappelons que pendant 12 ans, nous n'avons pas augmenté la dotation
qui nous est versé par l'État, c'est-à-dire même pas l'inflation. Et donc, on a fait beaucoup d'efforts de gestion qu'on va continuer. Donc voilà, Sénat encore plus efficace du point de vue de l'exercice de la démocratie, puis Sénat aussi faisant encore plus d'efforts qu'il n'en fait déjà aujourd'hui, qui sont considérables, sur le thème de la sobriété et énergétique et financière. Oui, monsieur, on va vous tendre le micro. Voilà. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Donc, je suis Antoine Fontaine, avocat à Paris. Et ma question concerne votre fonction à vous en tant que président. Quel est votre rôle exactement au sein de l'hémicycle à l'égard de vos collègues et votre rôle avec le président de la République et votre rôle finalement à l'égard des autres institutions? Qu'est-ce que vous représentez? Voilà. Merci. Mon cher maître, le rôle du président du Sénat, c'est, dans la Constitution, d'abord, de présider cette Assemblée et donc d'assurer le fonctionnement et l'exercice de la démocratie parlementaire. De permettre à tous les sénateurs qui sont égaux de pouvoir s'exprimer librement et qu'ils puissent exercer, j'allais dire, l'ensemble des missions qui sont les leurs. J'ai un rôle particulier, puisque nous sommes divisés en groupes politiques. Chez nous, diviser, c'est simplement un fractionnement. Ce n'est pas des fossés de la gauche à la droite, du groupe communiste au groupe Les Républicains et à quelques personnalités indépendantes qui se situent plus à droite pour la plupart d'entre elles. Ici, il y a un groupe écologiste alors qu'il n'y en avait pas à l'Assemblée nationale jusqu'au mois de juin. Ici, il y a un groupe qui incarne la République historique de la troisième, un petit groupe radical. Et, il y a un groupe socialiste, donc le groupe communiste, le groupe centriste et le groupe Les Républicains. Et mon premier devoir, c'est d'être, j'allais dire, très attentif aux minorités et à l'opposition. Ici, le droit de parole est extrêmement égal. Au point d'ailleurs que le plus grand groupe, il s'en plaint parfois, a moins de temps de parole dans les questions au gouvernement que les plus petits groupes. Mais nous avons pensé collectivement et à l'unanimité, d'ailleurs sur une proposition à l'époque du sénateur Carucci et du sénateur Alain Richard, qui est aujourd'hui vice-président du Sénat et qui appartient à la majorité présidentielle, nous avons pensé qu'il fallait que nous ayons cet équilibre-là. Donc, assurer un vote de la loi qui soit équitable, juste, respectueux, permettre l'expression aussi des missions de contrôle et donner les moyens de contrôle. Le second rôle du président du Sénat, c'est bien sûr d'avoir des relations avec le gouvernement. Et d'avoir des relations avec le gouvernement, et d'abord avec les ministres, et en premier chef, la Première ministre. J'ai d'ailleurs proposé, c'était dans la presse, une méthode de travail dans la situation politique dans laquelle nous sommes, pour que nous anticipions sur les textes, non pas pour les co-construire ensemble, chacun doit être dans son rôle, mais plutôt que de découvrir un texte au sortir des conseils des ministres, qu'on en ait parlé avant, qu'on se soit dit vers quelle direction l'exécutif voulait aller, quelle était la direction. Et donc, je rencontre extrêmement régulièrement la Première ministre. Hier, c'était à Vichy pour parler des régions, mais dans quelques temps, nous allons faire, comme nous le faisons très régulièrement, un tour d'horizon. Et d'ailleurs, les sénateurs, les présidents de commission, les rapporteurs, ils ont des relations avec les ministres. Et la Première ministre est responsable devant nous. Ce que n'est pas le président de la République. Le président de la République a une autre fonction, même si depuis la réforme du quinquennat, on est dans une situation où le président arbitre est moins arbitre qu'il n'était à l'époque du septennat. Puisqu'à l'époque du septennat, regardez ce qui est arrivé à François Mitterrand, regardez ce qui est arrivé à Jacques Chirac. Il a connu un gouvernement de cohabitation. Aujourd'hui, c'est théoriquement possible, mais j'allais dire, la situation est telle qu'on peut se retrouver en majorité relative, mais qu'il serait assez peu probable
qu'on soit naturellement au gouvernement de cohabitation. On pourrait être demain dans un gouvernement de coalition, ce qui est tout à fait autre chose et qui ne correspond pas à l'histoire de la Ve République en tant que telle. Ce qui s'est passé en Italie, par exemple, serait assez difficile à imaginer chez nous. J'ai donc des relations avec le président de la République qui étaient irrégulières et qui sont en train de devenir régulières, parce que je pense que c'est l'intérêt du pays que nous nous parlions et que nous essayons de trouver un certain nombre de choses. Il y a les sujets nationaux, il y a les sujets européens, très importants. En effet, Roger Carucci l'a rappelé, nous avons joué un rôle important au moment de la présidence française de l'Union européenne, parce que, en plus, l'Assemblée nationale était à un moment de renouvellement et que nous avons eu l'agression russe contre l'Ukraine et qu'il a fallu réagir sur un certain nombre de sujets et qu'il est assez pour nous facile de réunir les 27 parlements européens. Nous avons ces relations-là. Et donc, y compris en accord avec le président de la République, je n'ai pas été à Kiev sans me coordonner avec le président de la République, par exemple, parce que l'intérêt aujourd'hui de la France, de l'Europe et de l'Ukraine, c'est pas que chacun aille faire son petit truc dans son coin, c'est au contraire que nous soyons complémentaires. Ça, c'est le fonctionnement de la Ve République. Et j'ai naturellement des relations avec, aujourd'hui, la présidente de l'Assemblée nationale, là aussi extrêmement régulière. Ne croyez pas, il n'y a pas de guerre de tranchées. Il peut y avoir des différences. Mais ici, tout en étant contre-pouvoir, c'est vraiment l'intérêt du pays. C'est pas bien de dire ça, vous allez dire, tout le monde dit ça. Mais honnêtement, c'est ce qu'on cherche. Et ce qui parfois amène un président de Sénat ou des présidents de groupe à devoir expliquer à ses collègues, y compris dans cet hémicycle, où se réunissent les deux grands groupes politiques du Sénat. Je rappelle que dans l'ordre, le premier groupe ici, c'est les Républicains, le deuxième, c'est le groupe socialiste, parce que les socialistes demeurent extrêmement importants dans les mairies et chez les élus locaux. Pareil pour les Républicains. Voilà deux partis qui aujourd'hui sont minoritaires à l'Assemblée nationale et qui ont des représentants. Et donc, nous avons ce dialogue qui m'apparaît nécessaire, comme j'avais des relations avec Richard Ferrand et avant avec Claude Barthelone. C'est important et je dois dire plus que jamais avec la présidente de l'Assemblée nationale, parce que Roger Carucci le disait tout à l'heure, mais Philippe Bas l'a résumé. Il faut bien qu'on trouve des voies de sortie qui nous permettent d'éviter d'aller de crise en crise. Et c'est ce que nous faisons. Et puis il y a le rôle constitutionnel que tout le monde connaît, c'est la continuité de la République, qui, je l'espère, ne s'appliquera jamais, mais qui s'est appliquée par 2 fois, et qui venait d'une volonté du général de Gaulle. Le général de Gaulle a demandé à Michel Debré et à ceux qui ont fait la Constitution de la 5e, comment fait-on en cas de crise grave, départ du président de la République, décès, démission, qui assure la continuité de la République. Le général de Gaulle était marqué par la manière dont la Troisième République était morte à Vichy. Et comment, après la démission du président Lebrun, il n'y avait pas eu de continuité, et comment, dans cette situation, la République s'était en quelque sorte effacée. Et il avait dit au rédacteur de la Constitution, sous l'autorité de Michel Debré, trouver une formule, le roi est mort, vive le roi. C'est-à-dire qu'il faut une continuité. Et c'est le rôle du président du Sénat. C'est d'ailleurs, dans un pays où le rôle du président de la République n'a rien à voir, le rôle du président du Bundesrat allemand. Quand le président de la République allemande, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, vient de ne plus pouvoir exercer ses pouvoirs, c'est le président du Bundesrat qui exerce les fonctions de président de la République fédérale d'Allemagne. Particularité en France, c'est qu'être président de la République, c'est avoir des pouvoirs très importants, notamment en matière de défense et de forces armées. Et le président du Sénat, quand il assure l'intérim, a tous les pouvoirs. Le président Poher l'a exercé 2 fois, après la démission du général de Gaulle
et à la mort de Georges Pompidou. Et le système, je peux vous assurer, il est toujours prêt à fonctionner. On a une manière de fonctionner en toute responsabilité, mais le seul vœu, c'est que ça n'arrive jamais, parce que ce serait soit le signe d'un drame personnel, soit le signe d'un drame politique. C'est pour ça que je citais l'Assemblée de Bordeaux, qui a été quand même, en ne donnant pas de suite, il a ouvert à un de nos drames historiques, qui est l'État français. Voilà. Il nous reste 7 minutes, 8 minutes pour une question. Madame. Parlez bien dans le micro. Oui, ça marche, oui. Isabelle Mangin, donc j'habite à Sarrebourg, en Moselle. Ma question est la suivante. En cas de commission mixte paritaire, comment sont sélectionnés les 7 sénateurs qui défendront le Sénat pour voter la loi? Je vous parle d'un spécialiste absolu de la commission mixte paritaire. Parce que la commission mixte paritaire, c'est les présidents de commission qui jouent un rôle, mais ça ne se fait pas sans règle. Il va vous expliquer. Oui, c'est tout simple en fait. Si vous deviez l'inventer, vous l'inventeriez peut-être comme ça. Dans une commission du Sénat, il y a des sénateurs de tous les groupes. Il faut, autant que possible, que ces 7 sénateurs qu'on va envoyer pour discuter avec 7 députés soient représentatifs de la diversité du Sénat. Et donc, on calcule assez exactement combien de sénateurs membres de la commission mixte paritaire, chaque groupe qui est représenté à la commission va avoir pour respecter le poids respectif de tous. Alors ça donne, pour la majorité sénatoriale, 4 sur 7. Ensuite, il faut trouver les 3 autres. Or, il y a plus de groupes que 3 dans les groupes minoritaires. Alors on fait les choses gentiment à tour de rôle, en fait. Et voilà comment ça fonctionne, tout simplement. C'est un sujet très important et c'est un des rôles des présidents du Sénat dans la, entre guillemets, la protection des minorités, de s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus et qu'il y ait ce respect aussi bien en titulaire qu'en suppléant. Est-ce que oui, parce qu'il faut peut-être que tu ajoutes les suppléants. Non, non, vas-y. Ouais, ben, le président le dit. J'ai omis de dire qu'il y a 7 suppléants, ce qui permet finalement à tous les groupes, au moins, même s'ils ne votent pas tous à la commission mixte paritaire, de s'exprimer et d'être témoins de ce qui se passe. Ensuite, ils pourront en rendre compte quand on va adopter le texte en séance, officiellement. Personne n'est exclu de ce travail en commission mixte paritaire. Je crois que c'est fondamental même le plus petit groupe. de le rappeler. Une dernière question, Madame. Bonjour, je m'appelle Anna, je suis également étudiante en droit. Moi, ma question, c'est comment est-ce que votre rôle en tant que Parlement national a-t-il évolué face au pouvoir grandissant, on peut dire, législatif de l'Union européenne? Ah, Monsieur Carucci. Mais non, parce que c'est sa responsabilité. J'ai de la chance. Il a aussi été, dans sa jeune vie, ambassadeur à l'OCDE. Et parlementaire européen. Histoire et de parlementaire couronner le tableau, européen. oui. Quand on a tout fait, on est revenu de beaucoup de choses. Alors, la question que vous posez, elle n'est pas récente. En réalité, ce sont les textes qui ont donné beaucoup de pouvoir, peut-être trop, mais beaucoup de pouvoir au Parlement européen. En gros, on considère qu'aujourd'hui, 70% de ce qui est appliqué dans les pays de l'Union européenne vient en réalité ou du Parlement européen ou de la Commission européenne. Comment est-ce que le pouvoir évolue? D'abord, nous sommes extrêmement attentifs et sensibles à la répartition des pouvoirs. Il est clair que on a une tendance naturelle, je le dis très gentiment, hein, ce n'est pas une critique institutionnelle. Le Parlement européen souhaite toujours plus de pouvoir, souhaite toujours, comment dire, étendre sa capacité à agir. Et la Commission européenne a une tendance naturelle à considérer que ces directives doivent être appliquées quasiment telles quelles. Donc, dans la pratique,
le Parlement français, pas seulement le Sénat, l'Assemblée nationale, ont une commission des affaires européennes qui contrôle et vérifie le fait que le Parlement européen, la Commission européenne, n'empiète pas sur les pouvoirs des parlements nationaux. Donc de ce côté-là, c'est extrêmement tranché. On a à plusieurs reprises, et lorsque Philippe Bas était président de la Commission des lois, on l'a rappelé à plusieurs reprises, le gouvernement français nous demandait parfois de surtransposer un certain nombre de directives européennes. Et ces surtranspositions réduisaient d'autant la capacité législative de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc ici, nous refusons les surtranspositions, nous défendons la capacité du Sénat à agir dans le cadre de la Constitution, mais à préserver l'ensemble des pouvoirs, tout simplement parce que chacun en est conscient, les citoyens sont de plus en plus sensibles au fait d'être associés. On l'a dit tout à l'heure sur certaines instances qu'on voulait créer. Le premier élément, c'est de faire en sorte que les citoyens se disent « notre Parlement national a conservé beaucoup de pouvoir », parce que le jour où tout sera européen, alors très clairement les citoyens se diront « vive le Conseil national de la refondation ». Donc c'est très clair, c'est au Sénat, c'est à l'Assemblée nationale que le pouvoir législatif français doit être défendu, appliqué. Pas moins que la Constitution, pas plus que la Constitution, avec toute l'amitié et le respect que nous avons pour le Parlement européen. Allez, une dernière question. Monsieur. Attendez, on arrive. Bonjour, Monsieur le Président. Théo Marle, étudiant. Je voulais me poser la question, comment vous ressentez ou expliquez le fait que le Sénat soit représenté majoritairement par les deux partis traditionnels, les Républicains et le groupe socialiste, alors que dans le même temps, l'Assemblée nationale se voit à nouveau tripartie avec le Rassemblement national, la NUPES et Renaissance. Comment ressentez-vous ça et comment analysez-vous ce changement? Je le disais tout à l'heure, c'est parce que nous sommes les élus, des élus municipaux essentiellement. Et si vous prenez les élections municipales, elles ont consacré dans le pays une représentation qui est assez différente. Et cette représentation assez différente s'est faite, j'allais dire, autour de trois grands courants politiques. Le courant des Républicains allié avec les centristes, qui représentent dans le pays un peu plus de 50% des élus locaux, auxquels s'ajoutent des élus ruraux qui n'appartiennent à aucune formation politique, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'idée politique, et qui sont dans un tempérament, je le dis devant un élu de la Manche, profondément modérateur et modéré, et qui rentre bien dans le balancier stabilisateur des institutions. L'autre parti politique du pays est incarné par trois forces politiques, dont l'essentiel dans les collectivités est incarné par les socialistes, et qui est une réalité politique dans ce pays, avec le soutien des communistes, il en reste dans ce pays, et qui, d'ailleurs, et qui sont souvent des gens très, je veux dire, ici, très engagés, particulièrement engagés en responsabilité dans leur représentation, et maintenant un certain nombre d'élus écologistes, et d'ailleurs, nous avons eu des élus écologistes avant qu'il y ait la NUPES ici. Et donc, je crois que c'est la traduction de cette diversité française. Et il y avait la pulsion, mais je reviens en 1795. Il y avait une assemblée qui exprimait des pulsions, et puis une assemblée qui était de stabilisation. Nous verrons aux prochaines municipales, mais nous verrons aussi l'an prochain, puisque nous sommes soumis à une réélection. Par exemple, Vincent Capo-Canellas, Roger Carucci, et moi-même, et le président Bas, nous sommes soumis à réélection l'an prochain. C'est-à-dire que nous allons retourner devant nos électeurs. Et nous verrons s'ils nous font confiance ou pas. Donc,
il n'y a pas de difficulté. Ça s'explique, je vais aller dire, logiquement. En 2011, la majorité des conseils municipaux étaient à gauche, y compris dans la partie rurale. Eh oui. Et ils étaient plus qu'aujourd'hui. Et c'est le président Bell qui a été élu à ma place. Nous avons vécu ça comme une alternance, j'allais dire, qui était logique. Je ne peux pas vous dire que ça m'a fait un bonheur absolu, mais nous avons vécu ça plutôt comme une chance pour la démocratie, l'alternance. L'alternance, ce n'est pas un drame dans une démocratie quand on respecte les principes qui ont guidé l'alternance. Je vais peut-être demander à Vincent Capo-Canellas de conclure avec son regard, parce que lui est un élu d'un département urbain, d'un département qui connaît quand même beaucoup de difficultés, qui concentre beaucoup des difficultés françaises, mais qui concentre aussi un certain nombre d'activités majeures et positives pour notre pays, le département de Seine-Saint-Denis. Pour vous dire que nous ne sommes pas que les héritiers d'une assemblée que nous revendiquons, parce qu'on disait c'est l'assemblée du seigle et de la châtaigne. C'est vrai, nous représentons les territoires ruraux, mais pas que les territoires ruraux. Roger Carucci, la ruralité du côté de Nanterre ou de Suresnes, c'est pas totalement la marque. Chez Philippe Bas, c'est une marque importante. Lui, il a la chance d'être le sénateur du Mont-Saint-Michel, mais aussi de l'EPR à Cherbourg, mais aussi d'une modernité agricole dans la qualité. Et moi, je suis dans un département, les Yvelines, moitié-moitié. Urbain, industriel, universitaire et en même temps rural. Je rappelle que le sud du département des Yvelines, c'est sur les chemins de Péguy et l'océan des Blés. Et donc, voilà. Mais je voulais que ce soit un urbain qui puisse conclure, parce que le Sénat, c'est aussi beaucoup un département urbain. Merci, Monsieur le Président. D'abord, merci à toutes et à tous. Tâche difficile d'essayer de tirer des conclusions ensemble ou de conclure. Moi, ce que je voudrais simplement vous dire, d'abord, pour prolonger la question de monsieur, c'est que la grande différence aussi, c'est le mode d'élection. Et d'ailleurs, on ne l'a pas forcément rappelé, mais au-delà de 3 sénateurs, nous sommes tous élus à la proportionnelle. Ce qui permet d'ailleurs, avant ce que vous avez vu cette année à l'Assemblée, qui est un peu un miracle, parce qu'au scrutin majoritaire, on a quasiment eu les résultats à la proportionnelle. Mais nous avons ici la proportionnelle dans tous les départements qui élisent plus de 3 sénateurs. Ça permet quand même une expression de la diversité. Et juste pour préciser les choses, 80% des sénateurs sont donc élus à la proportionnelle. Et on avait effectivement, y compris ici, des élus du Front National, à un moment donné où l'Assemblée n'en avait pas, clairement. Donc voilà. Alors, il y a aussi un point, c'est que nous ne découlons pas de l'élection présidentielle. Parce qu'habituellement, les députés sont élus dans la foulée de l'élection présidentielle et c'est la réplique. Et donc, grosso modo, le président a sa majorité. Là, il y a eu un changement cette année. Mais en tout cas, c'était les suites de la présidentielle avec ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire la NUPES et le FN fort. Et on l'a retrouvé à l'Assemblée. Voilà. Sinon, d'abord, vous dire que le temps que vous passez à visiter ces lieux, ce sont des lieux où le président l'a rappelé, on travaille. Moi, j'étais là hier ici avec des députés et des sénateurs des parlements européens sur les questions spatiales. Voilà. Nous avons ici des auditions qui concernent, par exemple, les prisons, qui concernent le fonctionnement de la justice. Nous allons rentrer dans le débat budgétaire. Nous sommes ici sur les questions énergétiques. Nous travaillons sur les affaires européennes, les questions internationales, etc. Donc la démocratie est vivante et le Sénat est dans un système, certes inégalitaire, mais qui nous donne une vraie liberté. La liberté qui est que nous ne procédons pas de l'élection présidentielle. Le président de la République ne peut pas dissoudre cette Assemblée. Et un sénateur, même s'il soutient l'exécutif, est totalement libre de dire non. Et je crois que c'est une grande chance. Et on vous la doit aussi, on la doit à nos pairs, et à cet état d'esprit qu'ensemble, vous le voyez, le président, les vice-présidents, les questeurs, on essaye de faire vivre cela. La démocratie, pour qu'elle vive, elle suppose qu'il y ait des moments de respiration et que nous ne soyons pas tous alignés. Et le Sénat a cette grande chance, c'est sa liberté, c'est-à-dire qu'il n'est pas une institution alignée. Voilà. Donc merci en tout cas de ce que vous nous avez invité à
entendre, à regarder aussi, et puis à votre disposition avec l'ensemble des personnels qui sont au service de la démocratie aussi avec nous. Voilà, on espère que vous repartirez dans vos territoires aussi, avec l'envie aussi peut-être de vous exprimer, de vous présenter et de ne pas hésiter à nous saisir pour continuer les débats. Merci à tous. Regardez notre site, regardez, pétitionnez, mais pas trop, quand c'est nécessaire. Vraiment, regardez, on est en train de refondre complètement le site. Regardez les chaînes parlementaires. Il y a un problème aujourd'hui entre les citoyens, la vie politique, mais je ne connais pas dans la démocratie d'autres manières que de fonctionner dans des réalités politiques. À nous d'être aussi en capacité d'être en proximité avec les citoyens. C'est sans doute ce qui m'obsède le plus, moi, personnellement aujourd'hui, quand je vois le niveau d'abstention ou le niveau d'expression qui quitte l'alternance démocratique. Je suis quand même inquiet. Le résultat des élections suédoises doit nous faire réfléchir, nous donne des responsabilités. Et vous allez voir ce qui va se passer en Italie. Je le dis, je m'exprime avec ma sensibilité, très attentif à la démocratie et aux libertés. Donc, vraiment, vous avez certes visité un lieu magnifique, formidablement entretenu, et vraiment, on a des équipes, et je remercie les questeurs, car nous avons une responsabilité patrimoniale. Mais puisqu'on parle de durabilité, la première durabilité, ça doit être la durabilité de la démocratie, et ça n'est jamais un bien acquis in aeternam. Merci à tous et bonne fin de visite.